Face à mon mari infidèle et à sa maîtresse enceinte, je garde mon calme au tribunal. Tenant mon bébé de moins d'1 mois, je ne viens pas réclamer de pension alimentaire. Un mystérieux dossier rouge va sceller son destin et tout détruire. La première chose que j'ai remarquée ce matin-là, c'est la froideur du palais de justice. Pas une froideur physique. Le bâtiment était chauffé, dehors, le soleil du début du printemps réchauffait les trottoirs. C'était le genre de froid qui vient du stress, de l'épuisement et du sentiment que votre vie a été réduite à des papiers dans un dossier cartonné. Mon fils dormait paisiblement contre ma poitrine dans son porte-bébé. Il avait 26 jours. 26 jours. La plupart des mères passent ces premières semaines à apprendre les horaires de tétée, à survivre à des nuits blanches et à prendre des photos de doigts minuscules et de sourires endormis. J'ai passé les miennes à me préparer pour le tribunal. Alors que je me tenais près du contrôle de sécurité, j'ai baissé les yeux vers lui. Sa petite main reposait sur mon pull, replié en un point lâche. Il avait l'air en sécurité. Il avait l'air innocent. Il méritait mieux que ce qui se passait. J'ai embrassé le sommet de sa tête et j'ai murmuré, « On a presque fini, mon cœur. » Je ne savais pas si je le rassurais lui ou moi-même. Le tribunal aux affaires familiales de Lyon n'avait rien de glamour. Les sols étaient usés, les murs avaient besoin d'être repeints, et la salle d'attente était bondée de gens portant le poids de divorces, de litiges de garde et de promesses brisées. J'ai trouvé une chaise vide et je me suis assise avec précaution. Mon dos me faisait encore mal de l'accouchement. Mon corps me semblait encore étranger. Chaque mouvement me rappelait qu'il y a moins d'1 mois, j'étais dans un lit d'hôpital, donnant naissance à une nouvelle vie. De l'autre côté de la pièce, une porte s'est ouverte et il était là, mon mari, bientôt ex-mari, Antoine. Il portait un costume bleu marine que je l'avais aidé à choisir près de 2 ans plus tôt. Je me souvenais d'être à ses côtés dans un grand magasin pendant qu'il essayait des vestes devant un miroir. À l'époque, nous avions ri en imaginant le succès que nous aurions un jour. Maintenant, je le regardais entrer au tribunal avec une autre femme à son bras. Une femme visiblement enceinte. Vanessa, sa maîtresse, la femme qui avait contribué à détruire notre mariage. Ce qui était étrange, c'est que la voir ne me faisait plus aussi mal. 3 mois plus tôt, je me serais effondrée. 3 mois plus tôt, j'aurais pleuré. Maintenant, je me sentais surtout fatiguée. Antoine m'a repéré immédiatement. Son regard s'est posé sur le porte-bébé. Sa mâchoire s'est crispée. Puis, ce sourire narquois est apparu. Je détestais ce sourire. C'était la même expression qu'il arborait quand il se croyait plus malin que tout le monde. La même expression qu'il avait lors des réunions d'affaires en négociant des contrats. La même expression qu'il avait le jour où il m'a dit qu'il voulait divorcer. Antoine et Vanessa se sont dirigés vers moi. Je suis restée assise. Vanessa m'a toisé de la tête aux pieds. Il y avait une satisfaction suffisante dans ses yeux, comme si elle avait gagné quelque chose, comme si un homme marié était un trophée. Antoine s'est arrêté à quelques pas. « Tu l'as vraiment amené ?» J'ai levé les yeux. Bien sûr. Son sourire s'est élargi. « Tu essaies d'apitoyer les gens. » Je n'ai rien dit. Vanessa a ri doucement. Antoine s'est penché plus près. Tu penses qu'amener cet enfant bâtard ici va me forcer à faire quoi que ce soit? Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Non pas parce qu'il me surprenait. Parce qu'il ne me surprenait pas. Depuis des semaines, il répétait la même accusation. Le bébé n'était pas le sien. Le timing ne correspondait pas. Il n'était pas sûr. Peut-être que je l'avais trompé. Peut-être que l'enfant appartenait à quelqu'un d'autre. C'était un mensonge. Un mensonge ridicule. Et il le savait. Mais les mensonges deviennent utiles quand on a besoin d'une excuse. Et Antoine en avait désespérément besoin. Il avait besoin d'une excuse pour partir. Une excuse pour fuir ses responsabilités, une excuse pour protéger son argent. Surtout, il avait besoin d'une excuse pour pouvoir se regarder dans le miroir. Vanessa a glissé sa main dans la sienne. Antoine a passé son bras autour de sa taille. Une petite performance parfaite. J'ai regardé mon fils endormi,
Puis Antoine. Tu as fini? Son sourire a légèrement vacillé. Quoi? Tu as fini de te ridiculiser? Pendant une seconde, j'ai vu de l'irritation sur son visage. Pas de la colère. Pas encore. Juste de l'agacement. Il s'attendait à des larmes. Il s'attendait à des supplications. Il s'attendait au désespoir. Au lieu de cela, je me suis levée lentement, prudemment, protégeant mon corps en convalescence, protégeant mon fils, et protégeant le secret que je gardais depuis des semaines. L'huissier a ouvert la porte de la salle d'audience. Les gens ont commencé à entrer. Antoine m'a lancé un dernier sourire arrogant avant de suivre Vanessa vers la salle. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Ni Vanessa. Ni leur avocat. En entrant dans la salle, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, le calme. Pas la confiance, pas le bonheur, le calme. Parce que pour la première fois depuis que ma vie avait explosé, je n'étais plus en train de réagir. J'étais préparée. L'audience a commencé. Madame la juge a examiné les questions préliminaires. Les avocats ont parlé. Des documents ont été échangés. Tout semblait routinier, ordinaire. Puis l'avocat d'Antoine a commencé à parler de pension alimentaire, de paternité contestée, de préoccupations financières, les arguments habituels. J'écoutais en silence. Mon fils a dormi pendant la majeure partie de l'audience. Finalement, la juge s'est tournée vers moi. Madame Dubois, avez-vous quelque chose à ajouter? J'ai hoché la tête. Puis j'ai plongé la main dans mon sac. Le silence s'est fait dans la salle. J'ai sorti un dossier rouge. Antoine l'a vu immédiatement. D'abord, il a semblé confus. Puis inquiet, puis autre chose. Il l'a reconnu. J'ai posé le dossier sur la table. Ses yeux étaient rivés dessus. Soudain, il ne souriait plus. La juge a ajusté ses lunettes. Qu'est-ce que c'est, madame? Mon avocat va vous expliquer, madame la juge. Antoine s'est agité sur sa chaise. Pour la première fois de la matinée, il semblait mal à l'aise. Mon avocat a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des mois de registres, de relevés bancaires, de rapports de virement, de documents d'entreprise, de dossiers financiers. Des preuves. Pas des preuves d'une liaison. Je me fichais de prouver qu'il m'avait trompé. Plus maintenant. Des preuves de quelque chose de bien pire. Mon avocat a tendu le premier document à la juge. Le visage d'Antoine est devenu blême. La juge a commencé à lire. Quelques secondes ont passé. Puis plusieurs autres. La salle d'audience semblait étrangement silencieuse. Finalement, Antoine a parlé. Madame la juge, je pense qu'il doit y avoir un malentendu. La juge a levé une main. Monsieur Dubois, vous aurez l'occasion de vous exprimer. Sa voix s'est éteinte instantanément. Je l'ai regardé fixer le dossier rouge, et à cet instant, je savais exactement ce qu'il pensait. Il ne s'inquiétait plus de la pension alimentaire. Il ne s'inquiétait plus du divorce. Parce qu'il venait de réaliser que je savais ce qu'il cachait. Les transferts secrets, l'argent manquant, les manipulations financières qu'il avait mis tant de soin à dissimuler. Le stratagème qu'il pensait que personne ne découvrirait jamais. Pendant des mois, il a cru que j'étais distraite. Une femme enceinte, puis une jeune mère. Trop émotive, trop épuisée, trop dépassée pour remarquer. Il avait tort. Et maintenant, il le savait. J'ai regardé mon fils endormi, puis l'homme qu'il avait publiquement traité de bâtard. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Antoine avait vraiment peur. Et l'audience ne faisait que commencer. La peur se manifeste différemment selon les gens. Certains pleurent. D'autres se mettent en colère. Certains s'enfuient. Antoine, lui, devenait toujours plus silencieux. C'est quelque chose que j'avais appris au cours des 7 années que nous avions passées ensemble. Chaque fois qu'une situation échappait à son contrôle, il cessait de parler et commençait à calculer. Assise dans cette salle d'audience,
le voyant pâlir, je me suis souvenu de l'homme que j'avais épousé, et je ne pouvais m'empêcher de me demander où exactement cet homme avait disparu. Ou peut-être n'avait-il jamais existé. Peut-être étais-je simplement tombée amoureuse de la version de lui qu'il voulait que je voie. La juge a reporté la discussion sur les documents financiers jusqu'à ce que des dossiers supplémentaires puissent être examinés. L'audience s'est terminée plus tôt que prévu, et alors que les gens commençaient à sortir, Antoine a évité mon regard. Cela seul me semblait étrange. Pendant des mois, il m'avait regardé comme si j'étais un inconvénient. Un problème. Un obstacle entre lui et la vie qu'il désirait. Maintenant, il ressemblait à un homme essayant de calculer l'ampleur de ses ennuis. J'aurais dû être satisfaite. Au lieu de cela, je me sentais fatiguée. Le genre de fatigue qui s'installe dans vos os, qui vient d'avoir porté la déception trop longtemps. Plus tard dans l'après-midi, en attachant mon fils dans son siège auto, mon esprit est revenu au début. Avant que tout ne s'effondre, quand Antoine et moi étions simplement deux personnes ordinaires essayant de construire une vie. Nous nous étions rencontrés à un barbecue pour le 14 juillet chez un ami commun. J'avais 28 ans, il en avait 30. Aucun de nous n'était particulièrement impressionnant à l'époque. Je travaillais comme coordinatrice des opérations pour une société de transport régional. Antoine était commercial en logistique. Nous avions passé la majeure partie de l'après-midi à discuter à côté d'une glacière pleine de glace fondue et de canettes de soda. Il était drôle, intelligent, ambitieux, le genre d'homme qui vous donnait l'impression que l'avenir serait passionnant. 3 mois plus tard, nous sortions ensemble. 2 ans plus tard, nous étions mariés. Avec le recul, il n'y avait pas de signes avant-coureurs dramatiques, pas de petites amies secrètes, pas de dettes cachées, pas de découvertes choquantes. Du moins, pas que je sache. Nous étions simplement deux personnes travaillant dur, économisant de l'argent, faisant des projets, essayant d'avancer. Finalement, nous avons créé ensemble une petite entreprise de courtage en fret. Rien de glamour. Nous coordonnions des expéditions pour des fabricants et des distributeurs dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et les régions voisines. Antoine se concentrait sur les ventes et les relations clients. Je m'occupais des opérations, de la comptabilité, de la planification et de la paie. Pendant des années, nous avons travaillé côte à côte. Il y avait des nuits où nous restions au bureau jusqu'à minuit pour résoudre des problèmes. Des week-ends passés à répondre aux appels des clients. Des vacances interrompues par des retards de livraison. L'entreprise est devenue notre rêve commun. Et petit à petit, ça a fonctionné. Pas du jour au lendemain, pas de façon spectaculaire, mais régulièrement. Chaque année apportait plus de clients, plus de revenus, plus de stabilité. Pour notre 6e anniversaire de mariage, nous avions acheté une maison confortable dans une banlieue résidentielle tranquille près de Lyon. Rien d'extravagant, juste un endroit avec un jardin, une terrasse et assez de place pour la famille que nous espérions avoir un jour. Je me souviens d'être debout dans la chambre d'enfant vide après notre emménagement. Antoine m'avait enlacé et avait dit, un jour, nous aurons un petit schnappant qui courra partout dans cette maison. J'avais souri. J'espère plus d'un. Il m'avait embrassé le front. Nous avons le temps. Pendant un certain temps, j'ai cru que c'était vrai. Le premier vrai changement est survenu peu après que je suis tombée enceinte. Au début, cela semblait anodin. Antoine a commencé à voyager davantage, à rencontrer des clients, à assister à des conférences, à des événements de réseautage. Des explications parfaitement raisonnables. Nous possédions une entreprise en pleine croissance. Les affaires exigeaient de l'attention. Je ne l'ai pas remis en question. Puis les soirées tardives ont commencé. Puis les réunions du week-end. Puis le téléphone qui ne le quittait soudainement plus. Un soir, je suis entrée dans la cuisine et je l'ai vu envoyer des SMS. Dès qu'il m'a remarqué, il a verrouillé l'écran. Le mouvement était rapide, instinctif, presque paniqué. Une petite chose. Mais le mariage vous apprend à remarquer les petites choses. Je me souviens avoir demandé nonchalamment, « Tout va bien ?» « Oui. »« À qui parles-tu ?»« Juste le travail. » Il a répondu trop vite. «
Pas assez suspect pour déclencher une dispute. Juste assez pour planter une graine. Au cours des mois suivants, cette graine a germé. Antoine est devenu distrait. Je parlais et je réalisais qu'il n'écoutait pas. Il a cessé de me poser des questions sur les rendez-vous chez le médecin, sur le bébé, il a cessé de toucher mon ventre quand notre fils donnait des coups de pied. La distance est apparue progressivement, comme une fissure s'étendant sur une vitre. On ne remarque sa taille que le jour où toute la surface se brise. À mon 7e mois de grossesse, je savais que quelque chose n'allait pas. Je ne savais tout simplement pas quoi. Un vendredi soir, Antoine m'a dit qu'il devait rencontrer un client pour dîner. Rien d'inhabituel, sauf qu'un client a accidentellement appelé notre bureau 30 minutes plus tard pour demander pourquoi Antoine avait manqué leur réunion. Je me souviens d'avoir fixé le téléphone après avoir raccroché. Mon estomac s'est noué. Pas à cause de la grossesse, mais de la prise de conscience. Pour la première fois, j'ai envisagé la possibilité que mon mari me mente. Je ne l'ai pas confronté immédiatement. En partie parce que j'avais peur. En partie parce que j'espérais me tromper. La vérité est arrivée 2 semaines plus tard. Je ne la cherchais pas. Je ne fouinais pas. Antoine avait laissé son ordinateur portable ouvert dans notre bureau à la maison. Une notification de mail est apparue à l'écran. Un nom que je ne reconnaissais pas. Vanessa. L'objet était simple, tu me manques déjà. J'aimerais pouvoir dire que j'ai géré cela avec dignité. Ce ne fut pas le cas. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait la chamade. J'ai ouvert l'email. Puis un autre. Puis un autre. Il y avait des mois de messages. Des réservations d'hôtels, des photos, des projets, des promesses. Une relation complète. Pas une erreur, pas une aventure d'un soir. Une seconde vie. Je suis restée assise là, à fixer l'écran, jusqu'à ce qu'Antoine rentre à la maison. Quand il a franchi la porte et a vu mon visage, il a su immédiatement. Aucun de nous n'a parlé pendant plusieurs secondes. Finalement, j'ai posé une seule question. Depuis combien de temps? Il a fermé les yeux. Chloé. Depuis combien de temps? Presque 1 an. Presque 1 an. Je portais son enfant pendant qu'il construisait une autre relation. La prise de conscience était physiquement douloureuse, comme si quelque chose se déchirait en moi. Je m'attendais à des remords. Je m'attendais à de la honte. Ce que j'ai eu à la place, c'est de l'épuisement. Antoine ressemblait moins à un mari coupable qu'à un homme fatigué de se cacher. Comme si le fait d'être découvert l'avait soulagé. En quelques jours, il a admis qu'il était amoureux de Vanessa. En quelques semaines, il passait ses nuits hors de la maison. Puis est venu le coup de grâce. 3 jours après avoir donné naissance à notre fils, Antoine se tenait à côté de mon lit d'hôpital. Il a regardé le bébé, puis m'a regardé et a prononcé des mots que je n'oublierai jamais. Il y a une chance que ce bébé ne soit pas le mien. Pendant un instant, j'ai sincèrement cru avoir mal entendu. La chambre semblait silencieuse. Mon fils nouveau-né dormait à côté de moi, et l'homme qui avait aidé à le créer essayait déjà de l'effacer. J'ai fixé Antoine. Tu sais que c'est un mensonge. Il n'a pas répondu, car il le savait aussi. C'est à ce moment-là que tout a changé. Pas la liaison, pas la séparation, pas même le divorce. Ce moment-là. Le moment où un père a choisi la commodité plutôt que la vérité, où un mari a choisi la cupidité plutôt que la décence, et où un homme a abandonné son propre enfant avant même que le bébé ait 1 semaine. J'ai pleuré cette nuit-là après son départ. C'était la dernière fois que je pleurais pour lui. Parce que le lendemain matin, j'ai commencé à être attentive. Et une fois que j'ai commencé à être attentive, j'ai commencé à remarquer des choses qui allaient finalement me conduire au dossier rouge posé sur cette table de salle d'audience. Les gens imaginent souvent que la vengeance est quelque chose de dramatique. Une confrontation hurlante, une humiliation publique, un discours parfaitement synchronisé qui laisse tout le monde stupéfait. La vraie vie fonctionne rarement de cette façon. Du moins, pas la mienne. La vérité est que la partie la plus importante de mon histoire s'est déroulée en silence.
Elle s'est déroulée sur la table de ma cuisine à 2 heures du matin, pendant que mon fils nouveau-né dormait dans un berceau à côté de moi. Elle s'est déroulée alors que je portais un jogging taché de lait maternisé et que je survivais grâce au café, à l'épuisement et à une détermination obstinée. Elle s'est déroulée, une feuille de calcul à la fois. Environ une semaine après le départ d'Antoine, la réalité a commencé à s'installer dans ma vie. L'adrénaline était partie. Le choc s'estompait. Et des questions pratiques ont commencé à apparaître. Combien d'argent avais-je réellement? Que allait-il advenir de l'entreprise? Que se passerait-il pendant le divorce? Comment subviendrais-je aux besoins de mon fils si les choses tournaient mal? Ces questions m'ont poussé vers quelque chose que j'avais évité, les livres de compte de l'entreprise. Pendant des années, Antoine et moi nous étions répartis les responsabilités naturellement. Je m'occupais de la supervision comptable, de l'approbation des paies, des paiements des fournisseurs et des rapports opérationnels. Antoine gérait le développement commercial et les relations clients. Il y avait toujours eu de la confiance entre nous. Trop de confiance, s'est-il avéré. Comme je m'étais mise en retrait pendant les derniers mois de ma grossesse, Antoine avait pris plus de contrôle sur certaines activités financières. À l'époque, cela semblait raisonnable. J'étais concentrée sur la préparation à la maternité. Il était concentré sur la gestion de l'entreprise. Rien ne semblait suspect jusqu'à ce que je commence à regarder. La première anomalie était minime. Un paiement à une société de conseil que je ne reconnaissais pas. Le montant n'était pas énorme, juste assez pour attirer mon attention. J'ai cherché dans nos dossiers de fournisseurs. Rien. Pas de contrat, pas d'historique de facture, pas de pièces justificatives. J'ai supposé que c'était une erreur de classement. Puis j'ai trouvé un autre paiement, et un autre, et un autre. Chacun allait à des entités différentes, des noms différents, des comptes différents, mais quelque chose semblait les relier. En eux-mêmes, ils n'étaient pas alarmants. Ensemble, ils formaient un schéma. Un schéma qu'Antoine pensait probablement que personne ne remarquerait. Une nuit, après avoir nourri mon fils à minuit, je me suis assise avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à tracer les transactions. Les heures ont passé. Dehors, le quartier était calme. À l'intérieur, seule la lueur de l'écran de mon ordinateur éclairait la pièce. Plus j'examinais les registres, plus la situation semblait grave. L'argent ne disparaissait pas simplement. L'argent était déplacé avec soin, délibérément, systématiquement. J'ai senti mon estomac se nouer. Non pas parce que je comprenais pleinement ce que je voyais, mais parce que je commençais à le faire. Le lendemain matin, j'ai appelé notre comptable principale, Sylvie. Elle travaillait avec nous depuis près de 5 ans. Elle était méticuleuse, professionnelle et farouchement loyale à l'entreprise. Pas à Antoine, pas à moi, à l'entreprise. Après avoir écouté en silence, elle a accepté de me rencontrer pour un café. Nous nous sommes assises dans un petit bistrot près du centre de Lyon, le genre d'endroit où les retraités se réunissaient tous les matins et où les serveuses connaissaient la moitié des clients par leur nom. J'ai fait glisser plusieurs rapports imprimés sur la table. Sylvie les a étudiés. Son expression a changé presque immédiatement. Puis elle a levé les yeux. Où as-tu eu ces registres internes? Elle a baissé la voix. Chloé, j'ai aussi vu des choses. Mon pouls s'est accéléré. Quelle chose? Sylvie a hésité. Puis elle a sorti un carnet de son sac. Pendant près d'1 heure, elle m'a montré transaction après transaction qui avait soulevé des inquiétudes. Des paiements de fournisseurs inhabituels, des transferts entre comptes, des dépenses sans pièces justificatives. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Pas parfaitement, mais suffisamment. Assez pour comprendre qu'Antoine ne se préparait pas simplement au divorce. Il dissimulait des actifs. Et s'il était prêt à faire ça, cela signifiait quelque chose d'important. Il savait déjà exactement comment le divorce l'affecterait financièrement. Il n'essayait pas d'y survivre. Il essayait de le manipuler. En rentrant chez moi en voiture, je me sentais étrangement calme. En colère, blessé, mais calme. Parce que l'incertitude avait toujours été pire que les mauvaises nouvelles. Au moins maintenant,
je savais à quoi j'avais affaire. Une semaine plus tard, j'ai engagé un avocat nommé Maître Leclerc. Il était spécialisé en droit de la famille et en litiges commerciaux. Il avait passé près de 20 ans à traiter des divorces impliquant des entreprises privées. Si quelqu'un pouvait me dire si je surréagissais, c'était bien lui. Je suis arrivé à son bureau avec 2 cartons de documents. À la fin de notre 2e réunion, ces cartons étaient devenus 4. Maître Leclerc était assis derrière son bureau, examinant les dossiers pendant que je berçais doucement mon fils dans mes bras. Finalement, il a enlevé ses lunettes. Dites-moi quelque chose. Quoi? Avant votre grossesse, examiniez-vous personnellement ces comptes? Chaque mois. Et ces transactions n'existaient pas? Non. Il a hoché la tête lentement, puis s'est penché en arrière. Je ne pense pas que vous imaginiez tout ça. Mon cœur s'est serré. Une partie de moi avait encore espéré qu'il y avait une explication innocente. Une erreur de comptabilité, une mauvaise documentation, n'importe quoi. Au lieu de cela, Maître Leclerc avait l'air profondément préoccupé. Au cours du mois suivant, notre équipe juridique a continué de creuser. Plus nous allions en profondeur, plus les choses devenaient laides. Une découverte m'a particulièrement frappé, un appartement de luxe dans le centre de Lyon. Antoine ne figurait pas directement sur le bail, mais les paiements provenaient de comptes liés à l'une des entreprises recevant les fonds transférés. La locataire, Vanessa. Je me souviens d'avoir fixé le contrat de location, non pas par jalousie. Ce sentiment était en grande partie mort. Ce qui faisait mal, c'était autre chose. La prise de conscience que l'argent de l'entreprise avait contribué à financer la vie qu'Antoine construisait avec une autre femme. De l'argent que nous avions gagné ensemble. De l'argent qui appartenait à l'entreprise. De l'argent qui aurait pu assurer l'avenir de notre fils. Au lieu de cela, il payait des meubles importés, un loyer de luxe et une vie bâtie sur la tromperie. Un soir, Maître Leclerc a appelé. Son ton était inhabituellement sérieux. « Pouvez-vous passer demain ?» Mon estomac s'est immédiatement noué. L'après-midi suivant, j'étais assise en face de lui dans son bureau. Il a fait glisser plusieurs documents sur le bureau. Je les ai examinés attentivement, puis j'ai levé les yeux. Qu'est-ce que je regarde? Maître Leclerc a joint ses mains. Un schéma très dangereux. Je suis restée silencieuse. Il a continué. Chloé, les gens dissimulent des actifs lors des procédures de divorce plus souvent qu'on ne le pense. J'ai hoché la tête. Mais ceci est différent. Comment? Parce que certains de ces transferts pourraient impliquer de fausses déclarations faites à des prêteurs, aux autorités fiscales et à des partenaires commerciaux. La pièce a soudain semblé plus petite. J'ai jeté un coup d'œil à mon fils endormi. Puis à Maître Leclerc. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que cette affaire pourrait devenir beaucoup plus grande qu'un simple divorce au tribunal. Les mots ont pesé lourdement entre nous. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Finalement, j'ai posé la question qui me hantait depuis des semaines. Pensait-il vraiment que personne ne le découvrirait? Maître Leclerc a eu un rire sans joie. La plupart des gens qui font ça se croient les plus malins de la pièce. J'ai regardé la pile de documents, relevés bancaires, rapports de virement, dossiers d'entreprise, emails, historique de paiement. Des mois de preuves, des mois de mensonges, des mois de cupidité. À ce moment-là, quelque chose en moi a changé. Pas en haine, pas en vengeance. En clarté. Antoine avait passé des mois à me traiter comme si j'étais faible, comme si j'étais distraite, comme si le fait de devenir mère m'avait rendu incapable de comprendre ce qu'il faisait. Il m'avait sous-estimé. Il avait sous-estimé les gens autour de lui. Et surtout, il avait sous-estimé la vérité. Le dossier rouge n'est pas apparu du jour au lendemain. Ce n'était pas une arme surprise. Ce n'était pas une découverte miraculeuse. Il a été construit page par page, document par document, nuit après nuit sans sommeil. Et finalement, le moment venu, chaque page finirait devant une juge, à côté d'un autre document qu'Antoine ne s'attendait jamais à voir, les résultats du test ADN.
La preuve que l'enfant qu'il avait publiquement rejeté était incontestablement son fils. À ce moment-là, il ne défendrait plus seulement ses finances. Il ferait face aux conséquences de chaque mensonge qu'il avait raconté. Et pour la première fois depuis l'effondrement de mon mariage, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais plus peur du tribunal. J'y étais prête. La deuxième audience a eu lieu 6 semaines après la première. À ce moment-là, mon fils avait près de 3 mois. 3 mois, ce n'est pas long. Pas dans la plupart des situations. Mais quand vous élevez un nouveau-né seul tout en traversant un divorce, 3 mois ressemblent à une vie entière. Mon fils avait commencé à sourire. De vrais sourires, pas les expressions aléatoires que les nouveau-nés font dans leur sommeil. De vrais sourires, ceux qui apparaissent quand il entend votre voix, ceux qui rendent chaque journée difficile valable. Ces sourires m'ont porté plus qu'il ne le saura jamais. Le matin de l'audience, je me tenais devant le miroir de ma salle de bain et je me reconnaissais à peine. J'avais toujours l'air fatigué. La maternité avait une façon de laisser des traces permanentes sous les yeux. Mais j'avais aussi l'air plus forte, plus sûre de moi. La femme effrayée qui avait pleuré dans une chambre d'hôpital après que son mari a mis en doute la paternité de leur bébé avait disparu. À sa place se tenait une mère protégeant son enfant, et il y a très peu de choses plus dangereuses que cela. Quand je suis arrivée au palais de justice, Maître Leclerc attendait déjà. Il m'a tendu un café. Prête ? Aussi prête que je ne le serai jamais. Il a hoché la tête. Bien. Puis il a baissé la voix. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, restez calme. Je le serai. J'insiste. Je savais exactement pourquoi il disait ça. Parce que les émotions aident les menteurs. Les faits aident la vérité. Et aujourd'hui, nous avions des faits. Beaucoup de faits. La salle d'audience était presque identique à la dernière audience. Même juge, mêmes avocats, même rangée de bancs en bois. Mais l'atmosphère était différente. Le mot s'était répandu. Il y avait plus de gens présents, des représentants légaux supplémentaires, des consultants en affaires, des experts financiers. Ce qui avait commencé comme une affaire de divorce devenait lentement quelque chose de plus grand. Antoine est arrivé 10 minutes plus tard. Seul. Cela m'a surprise. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Vanessa n'était pas à ses côtés. Je ne savais pas s'il se disputait ou si ses avocats lui avaient conseillé de rester à l'écart. Quoi qu'il en soit, son absence était notable. Antoine avait l'air épuisé. Son costume coûteux lui allait toujours parfaitement. Ses cheveux étaient toujours bien coiffés. Mais la confiance qui l'entourait autrefois comme une armure avait commencé à se fissurer. Il a jeté un coup d'œil vers moi. Pendant un bref instant, nos regards se sont croisés. Puis il a détourné les yeux. Cela seulement n'a dit plus que les mots n'auraient jamais pu le faire. L'audience a commencé à 9 heures précises. La juge a examiné les questions de procédure avant de se tourner vers les dossiers financiers. Maître Leclerc s'est levé le premier. Pendant près de 20 minutes, il a présenté les preuves à la cour. Historique de transfert, registre d'entreprise, relevé bancaire, chronologie financière. Tout était organisé méticuleusement, méthodiquement. Pas de discours dramatique, pas de performance théâtrale. Juste des faits, les uns après les autres. La juge écoutait attentivement, prenant parfois des notes, posant parfois des questions. L'avocat d'Antoine a objecté à plusieurs reprises. La plupart des objections ont été rejetées. Les preuves continuaient d'être présentées. J'ai observé Antoine tout au long de la présentation. Au début, il semblait agacé, puis frustré, puis de plus en plus mal à l'aise. Au fur et à mesure que l'audience avançait, son avocat a commencé à lui chuchoter de manière urgente. Des papiers ont été échangés. Des notes sont apparues. Les conversations sont devenues tendues. Les fissures s'élargissaient. À un moment donné, la juge a regardé directement Antoine. Monsieur Dubois, ces transferts ont-ils été divulgués lors des déclarations financières initiales ? Antoine s'est agité sur sa chaise. Je devrais examiner les dossiers. L'expression de la juge n'a pas changé.
Les avez-vous divulgués? Son avocat a répondu à sa place, Madame la juge, nous évaluons encore la nature de ces transactions. La juge a hoché la tête lentement, ce qui était en quelque sorte pire que de la colère. La déception a son propre poids. L'audience s'est poursuivie. Un document menait à un autre. Une explication créait 3 nouvelles questions. Et à chaque minute qui passait, Antoine ressemblait moins à un homme d'affaires prospère qu'à un homme à court de réponses. Puis est venu le moment que j'attendais depuis des mois. La question de la paternité. Ironiquement, ce n'était même plus le point central. Pas après tout le reste. Mais Antoine l'avait utilisé pendant des mois comme une arme et un bouclier. Une arme contre moi, un bouclier contre la responsabilité. Il était temps que ce bouclier disparaisse. Son avocat a soulevé la question en premier. Il y a eu des références à l'incertitude, des questions sur la filiation biologique, des suggestions qu'une confirmation supplémentaire pourrait être nécessaire. L'argument semblait beaucoup plus faible maintenant qu'auparavant. Parce que tout le monde dans la salle comprenait déjà quelque chose d'important, un homme prêt à dissimuler des actifs pourrait aussi être prêt à mentir. Maître Leclerc s'est levé. Sans un mot, il a tendu un document scellé au greffier. Le greffier l'a remis à la juge. La juge a ouvert le dossier, a lu en silence, puis a continué sa lecture. La salle d'audience est devenue inhabituellement calme. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Finalement, la juge a levé les yeux. Sa voix est restée calme, professionnelle, mesurée. Le rapport ADN indique une probabilité de paternité dépassant 99,9%. Silence. Un silence absolu. Je n'ai pas regardé Antoine immédiatement. Au lieu de cela, j'ai baissé les yeux vers mon fils. Il dormait paisiblement dans son porte-bébé, complètement inconscient que tout son avenir venait de changer. Puis j'ai levé les yeux. Antoine fixait la table. Pas la juge, pas moi. La table, comme si le grain du bois contenait une issue. La juge a continué. Monsieur Dubois, sur la base de ces résultats, il ne semble y avoir aucun litige légitime concernant la paternité. Antoine a dégluti. Son avocat lui a murmuré quelque chose. Antoine a hoché faiblement la tête. Pendant des mois, il avait répété le même mensonge à ses amis, à sa famille, à ses avocats, à quiconque voulait bien l'écouter. Maintenant, le mensonge était mort. Non pas parce que j'avais argumenté plus fort, non pas parce que j'avais exigé justice. Parce que la vérité était enfin arrivée. Et la vérité a une façon de simplifier les choses. La juge est passée à autre chose. L'audience s'est poursuivie, mais quelque chose de fondamental avait changé. Tout le monde le savait. Antoine le savait plus que quiconque. L'enfant qu'il avait traité de bâtard était son fils. L'enfant qu'il avait abandonné était son fils. L'enfant qu'il avait utilisé comme monnaie d'échange était son fils. Aucune manœuvre juridique ne pouvait effacer cette réalité. Quand l'audience s'est terminée plusieurs heures plus tard, les gens ont commencé à rassembler leurs documents et à se préparer à partir. Je suis restée assise, épuisée, soulagée, émotionnellement vidée. Antoine s'est levé lentement. Pendant plusieurs secondes, il est simplement resté là où il était. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Il s'est dirigé vers moi. Maître Leclerc s'est immédiatement rapproché, protecteur, alerte. Antoine s'est arrêté à quelques pas. Ses yeux se sont posés sur le porte-bébé. Pendant un long moment, il a juste regardé. Puis il m'a regardé. Comment l'as-tu appelé? La question m'a complètement prise au dépourvu. J'ai cligné des yeux. Quoi? Notre fils. Les mots sonnaient étrangement de sa bouche, presque inconnus. Notre fils, a-t-il répété doucement. La pièce est soudainement devenue très silencieuse. J'ai répondu. Jacob. Antoine a hoché la tête. Ses yeux n'ont jamais quitté le bébé. Jacob. Un petit sourire est apparu. Pas de bonheur. De la tristesse, du regret, quelque chose de plus lourd. Puis il m'a regardé à nouveau.
et pour la première fois depuis près d'1 an, l'arrogance avait disparu. Pas de sourire narquois, pas de supériorité, pas d'excuses. Juste un homme face aux conséquences de ses propres choix. Je ne pensais pas que tu trouverais. Je savais exactement de quoi il parlait. L'argent, les transferts, les dossiers, les mensonges. J'ai soutenu son regard. Tu ne pensais pas que je chercherais. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Puis Antoine a hoché la tête une fois. Un petit mouvement, une reconnaissance silencieuse. Pas de la défaite. De la vérité. Et parfois, ce sont deux choses très différentes. Alors qu'il se retournait et s'éloignait, j'ai réalisé quelque chose. La vraie punition ne commençait pas aujourd'hui. La vraie punition viendrait plus tard. Quand les conséquences juridiques arriveraient, quand les conséquences financières arriveraient, quand il aurait le temps de s'asseoir seul avec tout ce qu'il avait fait. Surtout, quand il se souviendrait que les premiers mots qu'il avait publiquement attachés à son fils étaient des mots de rejet. Certaines erreurs coûtent de l'argent. Certaines erreurs coûtent des relations. Et certaines erreurs vous suivent pour le reste de votre vie. Les gens aiment imaginer les conséquences arriver tout en même temps. Un juge frappe un marteau. Une personne coupable s'effondre. La justice apparaît en un seul moment dramatique. La vraie vie est rarement aussi satisfaisante. Les vraies conséquences ont tendance à arriver lentement, silencieusement, un jour difficile à la fois. Au cours des mois qui ont suivi l'audience, j'ai appris que la vérité ne se déplace pas toujours rapidement, mais une fois qu'elle commence à bouger, il devient très difficile de l'arrêter. L'été est arrivé. Jacob grandissait rapidement. Toutes les quelques semaines, il semblait avoir appris quelque chose de nouveau. Une nouvelle expression, un nouveau son, une nouvelle façon de regarder le monde. Mes journées tournaient autour de lui. Tétée du matin, lessive, rendez-vous chez le médecin, courte sieste dès que je pouvais les voler. Le rythme de la monoparentalité était épuisant, mais il était honnête, simple, contrairement au chaos qui entourait mon divorce. Le processus judiciaire s'est poursuivi. Des dossiers financiers supplémentaires ont été examinés. Des documents d'entreprise ont été examinés. Des experts ont posé des questions. Les avocats ont échangé des emails sans fin. Le processus semblait parfois frustrant de lenteur. Pourtant, toutes les quelques semaines, une autre pièce du puzzle devenait claire. Antoine avait passé des mois à déplacer de l'argent entre les comptes. Certains transferts avaient des explications légitimes. D'autres non. Plusieurs transactions ont soulevé de sérieuses inquiétudes parmi les professionnels qui les examinaient. La situation devenait de plus en plus difficile à expliquer pour lui. Un après-midi, Maître Leclerc a appelé alors que je pliais des vêtements de bébé. « Comment va notre petit gars préféré ?» a-t-il demandé. J'ai souri. Il essaie actuellement de manger sa propre couverture. Ça semble ambitieux. Très. L'humour bref s'est estompé. La voix de Maître Leclerc est devenue plus sérieuse. Nous avons reçu un autre lot de divulgation financière. Je me suis assise. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Pour Antoine, oui. Mauvaise. Cette réponse ne me rendait pas heureuse. Plus maintenant. Des mois plus tôt, j'aurais probablement célébré. Maintenant, la situation me semblait plus compliquée. Parce que malgré tout ce qu'Antoine avait fait, il n'était pas un étranger. C'était l'homme que j'avais aimé pendant 7 ans. L'homme qui avait autrefois peint les murs de notre chambre d'enfant avec moi. L'homme qui m'avait tenu la main dans les moments difficiles. L'homme qui nous avait aussi trahis. Les êtres humains sont compliqués de cette façon. Maître Leclerc a continué. Les preuves deviennent difficiles à contester. J'ai hoché la tête en silence. Et maintenant ? Plus de négociations. Plus d'avocats. Certainement plus d'avocats. Cela nous a valu un rire fatigué à tous les deux. Après avoir raccroché, j'ai regardé à travers le salon. Jacob était allongé sur une couverture, agitant joyeusement les jambes, complètement inconscient des salles d'audience, des divulgations financières et des litiges juridiques. Et je me suis surprise à penser quelque chose d'inattendu.
Je ne voulais plus de vengeance. Pas dans le sens où les gens l'entendent habituellement. Je ne voulais pas qu'Antoine soit détruit. Je ne voulais pas qu'il soit humilié. Je ne voulais pas que sa vie soit ruinée. Je voulais simplement que la vérité soit reconnue. Je voulais une responsabilisation. Il y a une différence très importante. L'été a fait place à l'automne. Antoine a commencé à demander des visites. La première demande est venue par l'intermédiaire des avocats. Formelle, prudente, prévisible. Une partie de moi s'y attendait, une partie de moi non. Pendant si longtemps, il avait traité Jacob comme un inconvénient, un problème, un obstacle. Maintenant, soudainement, il voulait être impliqué. Au début, j'étais sceptique. Très sceptique. Mais le tribunal a approuvé un calendrier de visites structuré. Supervisé au début, progressif, approprié, conçu en fonction de l'âge de Jacob. La première visite a eu lieu dans un centre de visite familiale. Je me souviens d'être assise dans ma voiture après, agrippant le volant. Mon estomac était noué. Non pas parce que je craignais qu'Antoine fasse du mal à notre fils. Parce que je ne savais pas ce que je ressentirais en les voyant ensemble. À la fin de la visite, une membre du personnel s'est approchée de moi. Ça s'est bien passé. J'ai hoché la tête. Bien. Elle a souri. Votre fils a passé la plupart du temps à le fixer. C'était logique. Pour Jacob, Antoine était un étranger. La biologie crée un lien. Les relations créent une familiarité. Ce ne sont pas toujours la même chose. Plusieurs visites ont suivi. Puis d'autres. Progressivement, Antoine est devenu une présence régulière dans la vie de Jacob. Pas un père parfait. Pas un père absent non plus. Quelque chose entre les deux. Quelque chose de compliqué. Un samedi après-midi, près d'un an après l'audience au tribunal, Antoine a demandé si nous pouvions parler. Pas par l'intermédiaire des avocats, pas par email. En personne. J'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café. Territoire neutre. Territoire sûr. Le genre d'endroit où les conversations difficiles semblent légèrement moins intimidantes. Antoine avait l'air plus vieux. Pas radicalement plus vieux, juste fatigué. La façon dont les gens ont l'air après avoir porté du stress trop longtemps. Pendant quelques minutes, nous avons discuté de Jacob, de ses derniers progrès, de ses jouets préférés, de la façon dont il riait chaque fois que quelqu'un éternuait. Finalement, la conversation est devenue silencieuse. Antoine a fixé son café, puis a parlé. Tu sais ce qui me tient éveillé ? Je n'ai pas répondu. Il a continué. Pas l'entreprise. L'entreprise avait survécu, mais non sans dommage. Plusieurs relations d'affaires avaient pris fin. Certaines opportunités avaient disparu. Les retombées financières avaient été substantielles. Pourtant, apparemment, ce n'était pas ce qui le hantait. Pas les factures d'avocat. Il a levé les yeux. C'est ce jour-là, au tribunal. Je suis restée silencieuse. Antoine a dégluti. Je m'entends le dire. Dire quoi ? Je le savais déjà, mais il l'a dit quand même. Enfant bâtard. Le mot sonnait plus petit maintenant. Pathétique. Laid. Antoine a secoué la tête. Je n'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Dehors, la circulation passait devant les fenêtres du café. Les gens continuaient leur vie ordinaire. À l'intérieur, 2 personnes étaient assises face aux décombres de choix qu'aucun des deux ne pouvait défaire. Finalement, j'ai demandé doucement, « Pourquoi l'as-tu fait ?» Antoine a ri amèrement. Non pas parce que quelque chose était drôle. Parce que l'honnêteté faisait mal. J'essayais de me convaincre. De quoi ? Que partir était justifié. La réponse a atterri plus durement que je ne l'avais prévu. Non pas parce qu'elle excusait quoi que ce soit. Parce qu'elle semblait vraie. Les gens deviennent rarement les méchants de leurs propres histoires. Ils créent des explications, des excuses, des récits.
Tout ce qui les aide à vivre avec eux-mêmes. Antoine a fixé la table. Si Jacob n'était pas le mien. Sa voix s'est éteinte, puis est revenue. S'il n'était pas le mien, je n'avais pas à me sentir coupable. L'honnêteté m'a surprise. Douloureusement, inconfortablement, mais honnêtement. Pendant des mois, il s'était caché derrière la colère, l'arrogance, la défensive. Maintenant, ces murs étaient tombés. Et en dessous se trouvait un homme forcé de se confronter à lui-même. J'ai pris une lente inspiration. Eh bien, il est à toi. Antoine a hoché la tête. Je sais. Puis il a souri tristement. Et chaque fois qu'il rit, il ressemble exactement à mon père. Pour la première fois depuis longtemps, aucun de nous ne s'est disputé. Aucun de nous n'a blâmé. Aucun de nous n'a essayé de réécrire l'histoire. Parce que l'histoire était déjà écrite. Les conséquences étaient arrivées. Pas seulement dans les dossiers du tribunal, pas seulement dans les règlements financiers. À l'intérieur d'Antoine lui-même. Et ce genre de conséquences a tendance à durer le plus longtemps. 3 ans ont passé. Pas d'un seul coup, bien sûr. La vie n'avance jamais de cette façon. Elle progresse par moments ordinaires. Formulaire d'inscription à l'école, course au supermarché, bougie d'anniversaire, genoux écorchés et histoire du soir. Un jour, vous portez un nouveau-né dans un palais de justice. Puis, sans vous en rendre compte, vous aidez un petit garçon à nouer ses lacets avant la maternelle. C'était la chose étrange à propos de la guérison. Pendant que vous souffrez, cela semble incroyablement lent. Puis un jour, vous regardez autour de vous et vous réalisez que vous avez déjà parcouru plus de chemin que vous ne l'auriez jamais cru possible. Jacob avait maintenant 3 ans. Vif, curieux, bavard, le genre d'enfant qui posait des questions plus vite que les adultes ne pouvaient y répondre. Chaque matin, il se réveillait prêt à négocier avec l'univers. Pourquoi le ciel était-il bleu? Pourquoi les chiens ne pouvaient-ils pas conduire de voiture? Pourquoi les brocolis existaient-ils? Certaines questions étaient plus faciles que d'autres. Le voir grandir est devenu l'une des plus grandes joies de ma vie. Non pas parce que tout était parfait. Parce que ce n'était pas le cas. La monoparentalité restait un défi. Il y avait encore des jours difficiles, des dépenses imprévues, des moments d'épuisement, des moments de solitude. Mais il y avait aussi la paix. Une sorte de paix que je n'avais jamais eue pendant les dernières années de mon mariage. La tension constante avait disparu. L'incertitude avait disparu. La peur avait disparu. À sa place se tenait quelque chose de plus fort. La stabilité. L'entreprise a finalement récupéré également. Pas immédiatement. Les litiges juridiques et financiers avaient laissé des cicatrices. Certains clients sont partis. Certains partenariats ont pris fin. La croissance a ralenti. Mais l'honnêteté a une façon de reconstruire la confiance. Une étape prudente à la fois. L'entreprise a survécu, puis s'est améliorée, puis a de nouveau grandi. Rien de dramatique, rien de miraculeux. Juste un progrès constant, le genre qui vient du fait de faire les choses de la bonne manière. Antoine est resté une partie de la vie de Jacob. Pas tous les jours, pas même toutes les semaines, mais de manière constante. Il était présent. Cela comptait. La première année avait été maladroite. La deuxième année est devenue plus facile. La troisième année, Jacob attendait sincèrement avec impatience de le voir. Les enfants ont des cœurs remarquables. Ils offrent souvent des secondes chances que les adultes ont du mal à donner. Un samedi après-midi, Jacob et moi jouions dans un parc public. Le temps était parfait. Des familles remplissaient l'aire de jeu. Des chiens poursuivaient des balles de tennis. Des parents buvaient du café en faisant semblant de ne pas être épuisés. La vie normale. Le genre de vie que je craignais de ne plus jamais avoir. Jacob a couru à travers l'aire de jeu vers les toboggans. Je l'ai suivi plus lentement. Les enfants de 3 ans possèdent une énergie illimitée. Les parents non. En atteignant un banc à proximité, j'ai remarqué quelqu'un qui s'approchait. Antoine. Il n'était pas censé voir Jacob avant le week-end suivant.
Pendant un instant, je me suis demandé si quelque chose n'allait pas. Puis j'ai remarqué l'enveloppe dans sa main. Il s'est arrêté à quelques pas. Salut. Salut. Nous n'avions pas beaucoup parlé en dehors des questions parentales ces dernières années. Non pas à cause de l'hostilité. Parce que nous n'avions plus besoin de le faire. Le passé avait trouvé sa juste place. Antoine a levé l'enveloppe. Je voulais te donner quelque chose. Je l'ai regardé attentivement. Qu'est-ce que c'est? Tu verras. Je l'ai accepté avec prudence. À l'intérieur se trouvait une seule lettre pliée. Rien d'autre. Pas de paperasse juridique, pas de documents commerciaux. Juste une lettre. Antoine a jeté un coup d'œil vers l'aire de jeu où Jacob riait avec d'autres enfants. Puis il m'a regardé à nouveau. Je n'ai pas besoin d'une réponse aujourd'hui. Une réponse à quoi? À la lettre. Avant que je puisse poser une autre question, Jacob l'a repéré. Papa. Le mot me surprenait encore parfois. Non pas parce qu'Antoine ne méritait pas de l'entendre. Parce qu'il y avait eu un temps où je pensais qu'il ne l'entendrait jamais. Jacob a sprinté à travers l'aire de jeu. Antoine s'est accroupi et l'a rattrapé dans une étreinte. Une vraie étreinte. Le genre construit par des années de présence. Les regarder ensemble était un sentiment complexe. Pas douloureux, pas joyeux. Simplement humain. La vie offre rarement des catégories émotionnelles nettes. Après avoir passé une heure ensemble, Antoine est parti. Jacob est retourné à l'aire de jeu. Finalement, la curiosité l'a emporté. J'ai ouvert la lettre. Elle ne m'était pas adressée. Elle était adressée à Jacob. Pendant un instant, j'ai hésité. Puis j'ai commencé à lire. La lettre était datée pour le 18e anniversaire de Jacob. Antoine l'avait écrite des années à l'avance. Page après page, il parlait d'erreurs, de regrets, de responsabilités. De l'importance de l'honnêteté, de l'importance du caractère. Vers la fin, un paragraphe m'a fait m'arrêter. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Il disait. Un jour, tu apprendras que je n'ai pas toujours été le père que tu méritais. Avant d'apprendre à quel point tu étais important, j'ai failli perdre la chance de te connaître. La plus grande erreur de ma vie n'a pas été de perdre de l'argent ou de faire face à des conséquences au tribunal. C'était de ne pas avoir reconnu ce qui comptait le plus quand c'était juste devant moi. Si tu te souviens de quelque chose de cette lettre, souviens-toi de ceci, n'abandonne jamais les personnes que tu aimes pour l'orgueil, la cupidité ou la facilité. Je l'ai fait, et j'ai passé des années à regagner ce qui n'aurait jamais dû être jeté. J'ai baissé la lettre lentement. Les bruits du parc semblaient lointains. Des enfants qui rient, des parents qui parlent, des chiens qui aboient. Tout s'est brouillé. Parce que pour la première fois, j'ai réalisé qu'Antoine comprenait vraiment. Pas seulement intellectuellement. Émotionnellement. La leçon l'avait atteint. Les conséquences l'avaient changé. Et curieusement, cela m'a apporté plus de satisfaction que n'importe quelle punition n'aurait jamais pu le faire. Des années plus tôt, quand j'ai amené un nouveau-né dans ce palais de justice, je pensais que la vengeance signifiait gagner. Gagner le divorce, gagner la bataille juridique, gagner l'argument. J'avais tort. La vraie vengeance était tout autre chose. C'était de voir la vérité dépouiller chaque excuse. C'était de voir un homme se confronter à lui-même honnêtement. C'était de savoir que le mensonge qu'il avait raconté sur son fils ne contrôlait plus l'histoire. La vérité contrôlait l'histoire. Et la vérité avait gagné. Quelques minutes plus tard, Jacob a couru vers moi, tenant un pissenlit. Maman. J'ai souri. Qu'y a-t-il? C'est pour toi. Il m'a tendu la petite fleur comme si elle était inestimable. Peut-être l'était-elle. Je l'ai pris dans mes bras. Tu sais quoi? Quoi? Je pense qu'on va s'en sortir. Jacob a souri. On s'en sort déjà. J'ai ri. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que c'était déjà le cas. Alors que le soleil déclinait sur le parc, j'ai regardé mon fils et j'ai pensé à tout ce que nous avions survécu.
La trahison, la perte, la peur, la colère, le chagrin. Et pourtant, nous étions là, toujours debout, toujours en train d'avancer. Le tribunal s'était occupé des conséquences juridiques. La vie s'était occupée des conséquences personnelles. Et quelque part en chemin, la justice était arrivée. Pas par la destruction, mais par la vérité. Parce qu'au final, la plus grande punition pour un mensonge est de devoir vivre avec. Et la plus grande victoire est de ne plus être défini par lui.